mes sœurs, mes frères. On est le 10 juin 2017 au village des Érables. Alors, le thème de cette retraite, c'est sur le chemin des Bodhisattvas. Ça veut dire sur le chemin des grands êtres. Je pense que Michel et Francine ont proposé un bel encadrement en posant des questions ou précisant les points pour cette retraite. C'est que, alors, c'est quoi le chemin des Bodhisattvas? Ça veut dire que qu'est-ce que c'est être membre de l'ordre de l'inter-être? Et quelles sont les difficultés? Quels sont les obstacles? Et comment on peut regarder profondément les solutions adaptées à notre temps et notre société? Et en même temps, on peut regarder l'enseignement sur les 8 réalisations des grands êtres. Et cet enseignement nous est proposé par nos patriarches, nos enseignants du IIe siècle. C'est dans les années 140 jusqu'à les années 175 après Jésus-Christ que cet enseignement a été écrit. Et pour moi, personnellement, je pense que c'est comme un manifeste, un manifeste des membres de l'ordre des inter-êtres. Et ça remonte de loin. Alors, on va parler de ça. Je vais prendre une façon un peu différente que normalement, c'est-à-dire que je ne vais pas me presser de couvrir tous les points. Mais on va essayer de rentrer dans la profondeur. Parce que souvent, on rentre dans une retraite et puis on a un thème et puis on essaye de tout couvrir. Et puis 20 ans après, on couvre seulement la surface. Et c'est ce que j'aimerais que ça devienne une tradition, c'est que pendant la retraite des OI, chaque année au village des Érables, on ne va pas superficiellement. On va rentrer dans les détails, on va rentrer dans les questions, comme rentrer dans les obstacles. Quelles sont réellement les difficultés? Quels sont les obstacles réels? Et puis, il faut regarder les solutions. Alors, on va commencer par les 8 réalisations des grands êtres. Pendant la retraite du mois de mai, avec les moines et moniales de Blue Cliff, j'ai déjà proposé un vol très rapide sur les 8 réalisations. C'est-à-dire, quelles sont les choses que nos sages, les personnes qui ont vécu depuis des millénaires, ont réalisé et quelles sont les propositions qui nous ont données. Et c'est dans cet enseignement. C'est très court, mais c'est toujours comme ça. La sagesse, elle n'est pas difficile, elle n'est pas compliquée, elle est très simple. En passant, parenthèse, j'aimerais proposer l'année prochaine, on va avoir 1 semaine de retraite pour les OI. Il faut pas survoler, il faut rentrer dans la profondeur. Et puis, oui, il faut bien ancrer. On vient pour 1 jour, 2 jours, ça ne donne pas assez de temps pour prendre racine. Je me rappelle, dans les années 60, j'étais enfant. Notre sœur Nyung était, disons, vient de sortir de son adolescence. Et nos jeunes Vietnamiens, à ce moment-là, on était en pleine guerre, beaucoup de souffrance. Mais on se rassemblait et on chantait ensemble. Qu'est-ce qu'on chantait? On chantait notre ennemi, c'est pas l'homme, c'est pas l'être humain. Notre ennemi, c'est la haine. Alors,
Avec ce corps d'adolescent et de jeunesse, on ne rêvait pas, on avait confiance, on avait la motivation, on chantait, on se disait, c'est possible qu'il y ait une société plus belle, où on peut avoir beaucoup de compassion et d'amour, il n'y a pas de guerre. Exactement comme John Lennon à ce moment-là. Hein? Imaginez, c'est comme ça. Et vous voyez, qu'est-ce que ça restait après 50 ans? Le corps est toujours jeune, plus belle, et puis la motivation est encore là, très forte, n'est-ce pas? Et ce que j'aimerais, c'est ça que c'est pas que j'aimerais. Je sais que là, il existe dans chacun de votre cœur cette motivation-là. Et dans ce sens-là qu'on aimerait pousser notre pratique des frères et des sœurs OI dans ce sens-là. On va revenir sur ce point, mais je vais commencer avec l'étude de l'enseignement. Alors, je lis au fur et à mesure, jour et nuit. Avec tout mon cœur, un disciple de l'éveillé doit réciter et méditer sur les 8 réalisations découvertes par les grands êtres. En devenant membre de l'ordre de l'inter-être, on a toujours ce désir, ce rêve de devenir un grand être. J'ouvre la parenthèse. Hier soir, j'ai pu avoir le temps d'aller avec quelques amis. On se promenait et puis on contemplait la lune reflétée sur le lac. Dans une chanson vietnamienne, il y a une chanson qui s'appelle, dont le titre est Do Ai. On aura la chance de chanter ça après, mais dans la chanson, il y a des questions comme ceci. Je vous pose la question, combien de feuilles qu'il y a sur un arbre? C'est beau. Je vous pose la question, combien d'années la lune elle sera vieille? La lune est toujours jeune. Et on se pose aussi la question, combien d'années ça prend notre rêve, notre motivation de devenir un grand être, devenir usé? Il faut se demander que cette question, est-ce que notre rêve, notre motivation, elle devient usée? Regarde la lune. Elle est toujours jeune. Bon. La première réalisation est la prise de conscience que l'impermanence du monde. Prise de conscience de l'impermanence du monde. Premièrement, impermanence. Alors, pendant la retraite de mai, j'ai parlé seulement de ça. C'est juste la première découverte, la première réalisation, il y a l'impermanence. Mais c'est quoi l'impermanence? Alors, tout d'abord, vous voyez, la version française n'est pas très... Si on ne lit pas comme il faut, on saute beaucoup de choses. Alors, on parle de l'impermanence du monde. Dans la version vietnamienne ou chinoise, alors la première réalisation, c'est le monde est impermanent. C'est différent, hein? L'impermanence du monde. Mais première, c'est le monde est impermanent. Le monde, c'est quoi? Le monde. C'est tout. Partout qu'on regarde dans les arbres, le ciel, le nuage, les animaux, la Terre, la planète Terre, notre planète, le monde. Je pense que dans la région catholique, on dirait que c'est le monde, c'est Dieu ou Jésus qui a créé ça, qui a créé le monde. Et ce monde-là est impermanent. Alors ça englobe tout. À chaque fois qu'il y a quelque chose, une idée, une formation mentale, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on peut prendre conscience avec nos 6 sens,
c'est impermanent. C'est la première réalisation. On va commencer par le monde. Ça englobe tout. Mais ce qu'il y a bien, nos maîtres, on dit que si on parle de monde, les gens se perdent. Alors, ils nous précisent. Alors, thế gian vô thường, le monde est impermanent. Alors, la deuxième, c'est đất nước mong manh. Alors, đất nước mong manh, đất c'est terre, nước c'est eau, sont fragiles. La terre et l'eau est fragile. Mais dans ce sens-là, dans ce sens du deuxième siècle, c'est des pays, des régions, les territoires, c'est impermanent, sont fragiles. Mais si on traduit mot à mot, đất nước mong manh, terre et eau sont impermanents. Ça donne aussi un autre sens, n'est-ce pas? Et c'est très bien. C'est très bien. Et la traduction en français, c'est tout régime politique est sujet au déclin. Alors vous voyez qu'il y a déjà une interprétation. Tout régime politique, mais ça traduit pas réellement l'eau, la terre, les pays, les territoires, les régimes politiques, le royaume, le pays, les nations. Tout ça, c'est impermanent, c'est très fragile. Alors, vous allez voir que nos ancêtres, nos sages, savent très bien que nous, des fois, on est très obtus. Alors, on ne comprend pas. On parle du monde, on parle du régime politique, ça ne me concerne pas. Tout est impermanent, il suffit que moi, je reste moi, c'est bon. Alors, il continue. Tout ce qui est composé des 4 éléments est vide et cause de souffrance. Alors, c'est quoi les 4 éléments? En vietnamien, on dit tứ đại khổ không. Một là giác ngộ thế gian vô thường, đất nước mong manh, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Alors, il faut apprendre par cœur. C'est-à-dire que dans l'enseignement, on parle souvent que l'être humain, chaque personne de nous, on est formé de 4 éléments. 4 éléments, c'est quoi? Terre, eau, feu et l'air. 4 éléments. C'est simplistique. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai. On n'a pas besoin de parler de molécules ou de... C'est un langage plus scientifique de nos jours, mais on peut parler aussi des 4 éléments. Parce que de nos jours, on ne parle pas de 4 éléments, on va parler peut-être des éléments, des 92 éléments chimiques, de l'hydrogène, de l'oxygène, et puis on va rentrer dans les atomes, on va parler des électrons, on va parler des protons, et puis on va parler des particules, on va parler de l'espace, et puis on va parler d'Einstein, et puis de Heisenberg, et puis tout ça. Ça devient compliqué. Mais est-ce que ça rend la vision des 4 éléments non vraie? Non, ça reste. Et ça reste... Ce qui est bien de cette façon-là, ça reste très, très, très près de nous. Très près de nous. Et tous ces 4 éléments, ils sont aussi impermanents. C'est-à-dire, ils n'ont pas de khổ không. C'est-à-dire que l'être humain fait partie des 4 éléments. Et ces 4 éléments subissent aussi l'impermanence. Et de cette façon, chaque personne est impermanente avec les 4 éléments. Et ce qu'on apprend avec Thầy, notre maître au village des Pruniers, il nous enseigne aussi qu'il y a l'interdépendance de ces 4 éléments. C'est-à-dire, la terre peut devenir l'eau, puis l'eau peut devenir l'air, et l'air peut devenir le feu, et le feu peut devenir la terre. Et puis il y a une interdépendance. Alors tout ça, c'est impermanent. Alors,
à ce stade-ci, il est bon peut-être de regarder la relation entre l'impermanence et l'interdépendance. Voyez la relation entre ces deux-là. C'est-à-dire que parce que l'eau, par exemple, on prend un élément, l'eau. Alors l'eau qu'on boit, elle est impermanente parce que elle ne va pas rester l'eau tout le temps, n'est-ce pas? Elle va changer. Alors quand on va bouillir l'eau, puis une partie, et puis si on fait bouillir assez longtemps, toute cette eau va devenir vapeur. Et cette vapeur, où elle s'en va? Elle devient l'humidité dans l'air, n'est-ce pas? Elle a changé en air. Alors, l'air tel qu'il est sera différent s'il n'y a pas la transformation de l'eau. Vous voyez? Et cette eau, quand l'air, la température de l'air va refroidir, elle va devenir de la glace. Elle va devenir solide. Alors, et cette glace-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire effriter nos maisons. Elle va faire effriter, elle va changer toutes les matières solides, n'est-ce pas? Elle va faire craquer les rochers. Et la vie des rochers dépend de ce qui se passe avec l'eau. En liquide, ou en solide, ou en état vapeur, n'est-ce pas? Alors vous voyez l'interdépendance. Le changement est relié avec l'interdépendance. Et dans l'enseignement, qu'est-ce qu'on lit? Tout ce qui est composé de 4 éléments est vide et cause de souffrance. Alors, comment les 4 éléments sont vides et sont cause de souffrance? C'est très condensé, ça. C'est-à-dire que, parce que nous, comme personne, on pense qu'on est permanent, mais en réalité qu'on est impermanent. C'est à cause de cela que on souffre. Demain, notre sœur Chantal pourra vous parler de l'expérience qu'elle a eue avec sa maison. L'année dernière, elle pensait que cette maison, elle est permanente au moins pour quelques années, 10 ans, 5 ans, 15 ans ou 20 ans. Et cette année, avec l'inondation, elle est devenue impermanente. Parce que, et nous aussi, notre corps, on pense que c'est permanent. Notre santé est permanente. L'être cher qu'on a est impermanent. La relation qu'on a est impermanente. On prend pour acquis que tout est permanent. Et c'est parce qu'on accroche sur ça, on se base sur ça. C'est la cause principale de nos souffrances. Alors, on parle de 4 éléments qui sont vides d'identité, qui se transforment, et à cause qu'on ne comprend pas de cette impermanence, on va souffrir. Il y a beaucoup de souffrance. Le prochain, c'est les êtres humains sont constitués de 5 agrégats et non pas d'existence séparée. Les 5 agrégats. Qui peut me annoncer les 5 agrégats? Qui peut faire un essai? 5 agrégats, c'est quoi? Oui, Michel. Le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales, la conscience. Oui, c'est bien, c'est ça. En vietnamien, c'est sắc thọ tưởng hành thức. On parle du corps, mais en fait, sắc, c'est tout ce qui est physique. Le corps, c'est peut-être les os, ce qui fait partie de nous, là, tout ce qui est physique. Pas seulement le corps. Le corps, c'est comme le monde. Quand on parle du corps, là, il faut parler des cheveux, de la peau, de l'estomac, du cœur. Le corps, c'est ça.
tout ce qui est physique. Alors, notre être humain, notre personnalité est formée de tout ce qui est physique. Alors, il faut voir ça. Alors, si quelque chose qui va mal avec n'importe quelle partie physique de notre être, on va souffrir. Non, c'est-à-dire, on va souffrir si on pense que ça reste permanent. C'est-à-dire en haut, n'est-ce pas? C'est parce qu'on pense que c'est permanent. Alors, on pense que mes cheveux vont rester noirs tout le temps. Et puis, quand on voit les cheveux blancs, on va souffrir, n'est-ce pas? Ou quand on va perdre les cheveux, on va souffrir. Mais si on réalise que tout ce qui est physique, ça fait partie de l'impermanence. Et cette impermanence, si l'on comprend bien, on va réaliser que ce n'est pas une impermanence, que c'est-à-dire qu'on a quelque chose et on va perdre quelque chose. Non, on va devenir quelque chose d'autre. Alors c'est bien, n'est-ce pas? C'est comme un voyage. Vous allez à Paris, et puis vous savez que vous allez au village des Pruniers. Vous aimez Paris, mais la semaine prochaine, je serai au village des Pruniers, n'est-ce pas? Alors, quand on est à Paris, on aime Paris. Quand on va au village des Pruniers, on aime le village des Pruniers. Et c'est la même chose avec l'impermanence. Quand on est jeune, on aime qu'on est jeune. Quand on est moins jeune, on aime aussi qu'on est moins jeune, n'est-ce pas? Parce que quand on est moins jeune, on a beaucoup plus d'expérience de vie. Et puis on apprécie beaucoup les choses qu'on ne voyait pas quand on était jeune, n'est-ce pas? Et puis à chaque moment de la vie, c'est un voyage. C'est un beau voyage. Alors si on peut le regarder de cette façon. Alors, on revient sur les 5 agréats, le corps physique. Le deuxième, les sensations. C'est la même chose. Alors, les sensations. C'est quoi les sensations? C'est simple, les sensations. Alors, on peut avoir une sensation de paix, on peut avoir une sensation de colère, une sensation de tristesse, une sensation de doute. Alors, on peut rentrer très profondément, n'est-ce pas, dans les 5 agréats. Et on parle au moins de 51 formations mentales. 51. Mais, c'est-à-dire, à partir de 51 formations mentales, on peut retirer quelles sont les formations mentales qui font partie des sensations. Parce que les sensations sont très fortes. On peut avoir une formation mentale de doute, par exemple. Mais est-ce que c'est une sensation? Alors, la sensation, il faut regarder pourquoi, c'est quoi une sensation qui est différente d'une formation mentale? Une sensation de colère, par exemple. Une sensation de colère, c'est pas seulement une sensation. Si on regarde bien, la colère, elle affecte les battements de cœur. Elle affecte le foie. Alors, il y a une relation avec le corps physique de notre être humain. C'est beaucoup plus près de notre corps physique. Et on sent beaucoup plus. Alors, quand on pratique la pleine conscience, et puis on détecte une sensation, il faut détecter aussi quelles sont les influences sur notre corps physique. Est-ce que quand je suis en colère, je vois les choses bien? Quand je conduis et puis je suis en colère contre l'autre chauffeur, est-ce que je vois bien la route? Ou est-ce que je vois des étoiles? C'est ça. C'est tout. J'ouvre la parenthèse. Vous voyez, la sagesse, elle est très simple. Toujours simple.
Mais la vie et la réalité, elle est compliquée. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire les choses, on peut les regarder simplement pour mieux comprendre. Mais la vie et la réalité, elle est toujours compliquée. Et c'est la même chose pour devenir membre de l'Ordre de la Nature-Être. C'est très simple. On aime le monde. On aime devenir un grand être. Sur le chemin, ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient compliqué, pourquoi? Je vous donne un exemple concret de mon expérience. Quand j'étais jeune, après que j'ai eu mon premier emploi, et je travaillais dans le traitement des eaux usées, sur la pollution des eaux. Parce que moi, j'aime beaucoup la nature et puis j'aime comprendre le monde. Et puis j'ai choisi à ce moment-là le domaine de la pollution. Là, je comprends mieux mon choix. Parce qu'à ce moment-là, ce domaine-là apporte beaucoup plus de compréhension pour moi. Pourquoi? Parce que le traitement des eaux usées demande de bien comprendre comment fonctionnent les bactéries pour aller chercher et puis purifier l'eau usée. C'est fantastique, hein? C'est-à-dire on prend l'eau usée des maisons, des industries, et puis on élève les colonies de bactéries dans une boue qu'on appelle la boue activée. C'est une boue qui est vivante, plein de bactéries. Et puis on donne de l'oxygène à ces bactéries et puis on aime ça, on aime les aliments, ils vont purifier cette eau-là. Et pour moi, c'était une découverte parce que la vie, pour moi, jusqu'à ce moment-là, c'était la vie des humains. Et même si je comprenais un petit peu la vie des animaux, mais je ne pensais pas avec une boue, là, il y a une vie. Alors bref, avec un projet que j'ai eu avec l'Environnement Canada, j'étais stationné dans les postes de la baleine. Il y en a vous qui connaissez la poste de la baleine de l'Hydro-Québec? C'est plus au nord que la baie James. À ce moment-là, moi, je gardais aussi le rêve de devenir biologiste. Parce que moi, quand je commençais à comprendre un petit peu la boue activée, les bactéries, puis tout ça, puis je rêvais de devenir biologiste. Parce que pour moi, devenir biologiste, c'est avoir beaucoup plus de compréhension sur la vie elle-même, sur les arbres, sur les animaux, c'est tellement intéressant. C'est un rêve, n'est-ce pas? Alors, chanceux pour moi, quand j'étais à la poste de la baleine, dans mon laboratoire, il y avait 2 biologistes qui travaillaient pour un projet de Hydro-Québec. Alors j'ai dit, oh mon Dieu, j'aimerais parler avec vous parce que moi aussi je veux devenir biologiste et puis aller tout comprendre sur la vie des animaux. Alors qu'est-ce que ces biologistes font? Chaque jour, ils amènent dans mon laboratoire au moins une vingtaine de sacs à ordures noires pleins de poissons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire, ils ont attrapé tous ces poissons avec des filets. Et puis, leur travail, c'est de prendre tous ces poissons et les disséquer comme un marchand de poissons là, couper les poissons, et puis relever un os dans le cerveau, quelque part dans la tête du poisson, puis relever, puis le mettre dans une enveloppe. Et l'eau dans la tête du poisson va au laboratoire, au microscope, ils vont pouvoir déterminer l'âge du poisson. C'est-à-dire faire une relevée, toute l'âge des poissons dans un cours d'eau, dans une rivière, pour que Hydro-Québec peuvent savoir comment ça va affecter les projets sur
les barrages à venir. Alors je regardais ces biologistes travailler avec ces poissons et puis à la journée longue, je dis, je ne pensais pas que devenir biologiste, de faire ça. Vous voyez, c'est l'autre côté de la réalité. C'est comme ça aussi pour être membre de l'inter-être. Alors, on aura l'occasion de parler des obstacles quand on devient membre, on devient frère et sœur de l'inter-être. Je ferme la parenthèse. Bon, je relis la première réalisation et puis je continue. La première réalisation est la prise de conscience de l'impermanence du monde. Tout régime politique est sujet au déclin. Tout ce qui est composé des 4 éléments est vide et cause de souffrance. Les êtres humains sont constitués de 5 agrégats et n'ont pas d'existence séparée. Ils sont dans un processus de changement perpétuel, naissant et mourant constamment. Ils sont vides de toute soi et sans existence séparée. Le mental peut être source de confusion et le corps. Je trouve que la version française est un peu confus. Je pense qu'on devrait faire des poèmes avec ça. Des gathas. Comme ça, comme en la version vietnamienne. Je vais promettre que je vais traduire ça parce qu'en la version vietnamienne et chinoise, c'est très, 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 très clair. Alors, les 5 caractères n'ont pas d'identité séparée. Sinh diệt biến đổi. Alors, tout naît et meurt constamment. Alors, toutes les choses changent. Il y a naissance, la mort, c'est constant. Hư ngụy không chủ, hư ngụy không chủ. Et sont tous des perceptions fausses. Alors tout ce qu'on peut avoir comme idée sur le monde, sur la nation, sur le pays, sur les 4 éléments, sur moi-même, sur les 5 agrégats, ce sont des perceptions fausses. Vous voyez que on peut lire, et puis on devient confus, et puis on dit « Oh, c'est bon, c'est vrai ». Mais ça n'aide rien à notre pratique. Alors il suffit de concentrer sur une seule phrase, par exemple. Ces perceptions que j'ai sur les choses sont fausses. Alors si on concentre sur ça, on se reste avec cette concentration, alors c'est déjà une pratique assez profonde. Alors par exemple, je dis, la relation que j'ai avec cette personne, c'est permanent. Alors faites attention, c'est une fausse perception. Parce que cette relation, elle évolue. Et si je donne pas de l'eau, je donne pas d'engrais, ben elle va mourir cette relation. Et elle change aussi. La relation avec mes 14 entraînements, même chose. Elle change. Tâm là nguồn ác. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Le mental est peut-être source de confusion. Le mental, c'est quoi? Le mental, c'est tout ce qui est relié avec notre esprit. Tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut sentir. Toutes les formations mentales peuvent être source de confusion. Source de confusion et dans la version vietnamienne, on dit une source
de confusion qui amène à la souffrance. C'est ça, qui amène à la souffrance. Alors, vous voyez, déjà, on peut passer beaucoup de temps sur la première réalisation. Et quand on lit, si nous méditons sur ces faits, nous nous libérons peu à peu du cycle de naissance et de mort. Alors, si on médite, c'est-à-dire on regarde comme il faut sur ces faits, nous nous libérons peu à peu du cycle de naissance et de mort. Et pourquoi se libérer des cycles de naissance et de mort? Mais si on accepte la naissance et la mort, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire se libérer du cycle de naissance et de la mort? Est-ce qu'on se libère de la naissance et de la mort quand on sera mort? Ou est-ce qu'on peut se libérer du cycle de naissance, de mort quand on est encore vivant? Vous voyez bien que ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que on peut se libérer de ce cycle de naissance et de mort quand on est vivant et quand on est mort. Et quand on n'est pas vivant et qu'on n'est pas mort. Mais oui, parce que nos enseignants au IIe siècle, est-ce qu'ils sont morts? Oui. Ils sont vivants? Oui. Dans la réalité intime, il y a une dimension qu'on peut être mort et puis on va être vivant, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont vivants, parce que ils restent là avec nous, mais ils sont morts. Alors s'il y a cette dimension-là, qu'on parle de dimension intime, que tout pratiquant profond doit pouvoir rentrer là-dedans, à tout moment. Et dans l'enseignement, il y a un de nos enseignants du XIIIe siècle, le vietnamien. Il a un poème très inspirant. Il parle « Je me promène dans un espace qui n'existe pas dans l'espace. » En vietnamien, on dit « Đi trong chơi trời phương ngoại ». Alors, je me promène dans un endroit, dans un espace qui n'est pas encadré par l'espace. Alors, à ce moment-là, on commence à comprendre mieux le langage de nos maîtres, des maîtres zen. Des maîtres zen, parce qu'on peut rentrer dans un espace qui n'est pas légiféré ou encadré par la naissance ou la mort. Vous voyez déjà dans la première réalisation, là, on parle des choses qui peuvent aller très 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 profondément. L'impermanence. Ça vous va? Est-ce que on rentre assez dans les détails? On peut rester là avec la première réalisation, c'est déjà très très profond et puis matière à discussion. La deuxième réalisation et la troisième sont reliées. Alors je lis les deux ensemble. La seconde réalisation est la prise de conscience que plus de désir amène plus de souffrance. Plus de désir amène plus de souffrance. Toutes les difficultés de la vie quotidienne sont causées par la convoitise et le désir. Ceux qui ont peu de désir et d'ambition sont en mesure d'être détendus. Leur corps et leur mental sont libres de toute entrave. Alors, la deuxième réalisation, c'est les désirs amènent la souffrance, les souffrances. Mais elle n'est pas complète sans la troisième. Pourquoi les désirs amènent aux souffrances? On parle des désirs comme par exemple, si je désire que le village des érables se développe pour servir beaucoup d'êtres, pour beaucoup de gens, est-ce que ça amène aux souffrances? Non. Ça amène beaucoup plus de bonheur, n'est-ce pas? Mais si je
je tiens à que le village se développe. Et puis après 50 ans, je ne vois pas le village se développer. Alors je souffre. C'est ça, c'est ce type de désir. Mais le désir, c'est une formation mentale. Le désir, c'est un sentiment. Et puis je dois revenir à la première méditation que c'est impermanent, ça change. Alors le désir, il faut que je sais que il faut que ça change avec le temps. Alors il faut que je m'adapte. Et si je garde un désir original, que ce soit fait de ma façon, alors si ça ne fait pas de ma façon, alors je vais souffrir. À ce point-ci, si on parle au village désirable, ça revient souvent que mes frères et sœurs, après beaucoup d'années de service et d'efforts, et puis à un moment donné, oh, c'est tellement, ça apporte, j'aime bien que le village se développe, mais c'est trop loin, question de transport, et puis pourquoi on ne vend pas le terrain, et puis on va chercher un autre terrain. Alors, aussitôt à cette idée, il y a beaucoup de gens qui vont souffrir. Pourquoi vendre? On a une belle place, pourquoi vendre? Pour moi, si on peut vendre, on va vendre. Je ne reste pas avec l'idée que c'est bien de savoir que le village, on va avec les conditions. Si les conditions ne sont pas là, si les conditions sont meilleures d'une autre façon, on va vendre le village. Et puis on va développer. Hier, j'ai eu une belle idée. Dans la voiture, là, avec Batine et notre sœur Thiao, j'ai dit, si vous ne voulez pas vendre le village, une bonne façon, c'est d'avoir un financement, acheter un autre terrain près de Montréal, plus près. On va développer ce terrain-là pour les activités. On va garder les deux. Et puis à la fin, si ça ne va plus, on va vendre le village. Il y a beaucoup de possibilités. Hein? Alors, il ne faut pas rester avec nos désirs parce que ça va amener aux souffrances. C'est-à-dire, par exemple, parce que si on est plus jeune là, pour se dire que on doit finir les études. Si on n'a pas fini les études, on va souffrir. Ou si je veux devenir directeur, directrice, et je ne deviens pas directeur, directrice, je vais souffrir. C'est ça, le désir. Mais je lis la suite. Troisième réalisation. La troisième réalisation, c'est la prise de conscience que l'esprit humain est toujours en quête de possession, de renommée, qui n'est jamais satisfait. Alors ça explique que c'est l'avidité. C'est-à-dire, le village se développe, on est content, mais on n'est pas content. Vous voyez, c'est comme ça la réalité. On arrive à quelque chose, on est content, on n'est pas content. C'est toujours cette avidité. Les désirs qui n'en finissent plus, c'est ça qui amène à la souffrance. Alors, on a une bonne relation, et puis quand on a une bonne relation, c'est pas suffisant, il faut que ça soit comme ci, ça soit comme ça, et puis on laisse tomber ce qu'on a rêvé avant, parce que la bonne relation est là. Et c'est seulement qu'on a perdu cette bonne relation qu'on a eue, comme j'ai dit, bon, pauvre moi, idiot que je suis. N'est-ce pas? Idiot que je suis. La troisième réalisation est la prise de conscience que l'esprit humain est toujours en quête de possession et de renommée et n'a jamais satisfaite. En lisant cela, il y a un mot qui me retient à l'esprit, c'est renommée, en quête de renommée. Alors il faut se demander comme membre de l'inter-être, en plus
la motivation du rêve de servir les êtres humains, les animaux, les bactéries, et puis tout ça. Est-ce qu'on est en quête de renommée en devenant frère Satipien? Est-ce qu'on est en quête de renommée? La renommée qu'on n'a pas trouvée dans la famille, dans le travail, on va chercher dans le membre de l'ordre de l'intérêt. Est-ce qu'on est en quête de renommée? Moi, oui. Il faut identifier cela. Il faut identifier. Alors, combien en quête de renommée que je cherche? Mais cette quête de renommée, est-ce qu'elle est juste ou non? C'est notre affaire, n'est-ce pas? Elle est juste en autant qu'elle n'apporte pas de souffrance, en autant que ce désir-là n'est pas avide, n'est-ce pas? Alors, il faut donner la chance de chaque frère et sœur de se faire reconnaître, mais que cette reconnaissance soit vue clairement pour que ces désirs, ces quêtes ne poursuivent pas dans un chemin, sur un chemin qui ne s'arrête plus. C'est comme à mon âge, je pense qu'aussi à votre âge, vous n'aimez plus, ou il y a peut-être des gens qui aiment monter sur un chariot de montagne russe, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arrive dans les montagnes russes? Là, on sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Sans quoi, là, c'est monter avec un chariot de désir qui ne s'arrête plus. C'est comme monter sur une montagne russe, un chariot de montagne russe, là. Descendre et monter, et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. C'est ça l'avidité. Alors, la troisième radiation est la prise de conscience que l'esprit humain est toujours en quête de possession et de renommée et n'est jamais satisfait. Cela entraîne un accroissement sans fin des actes erronés. Alors, sur le chemin de cette quête, on est amené à poser des actes erronés. Alors maintenant, là, c'est le cœur de ce discours de l'enseignement. On dit souvent pour les autres réalisations, il y a toujours ceci. Quand au Bodhisattva, qu'est-ce qu'ils font les grands êtres? Alors quand au Bodhisattva, ils gardent constamment l'esprit, le principe de sobriété. Ils vivent simplement et paisiblement afin de pratiquer la voie et considèrent la réalisation de la compréhension parfaite comme leur possession. Quand on lit ça, je pense que notre compréhension, quand on écoute et on lit ça, c'est peut-être seulement à la surface. Je m'explique. Alors, la version vietnamienne, on dit incantaître, au contraire. Qu'est-ce qu'il fait? Thường niệm tri túc, Bồ Tát trái lại thường niệm tri túc. Il se rappelle toujours que c'est déjà suffisant. Est-ce que je suis en quête de renommée? Si je peux être maître de cloche, c'est déjà suffisant. Si je ne suis pas maître de cloche, je suis au village des érables, c'est suffisant. Toujours, c'est suffisant. Mais est-ce qu'on peut avoir un état mental qu'on se dit, c'est suffisant, mais je veux encore quelque chose? Oui, il n'y a pas de contradiction du tout. Il ne faut pas rester dans cet état d'être suffisant, parce que si on se sent que c'est suffisant, on ne fait rien de plus, mais ce n'est pas bon, n'est-ce pas? On va venir à la quatrième réalisation, c'est l'indolence. L'indolence, c'est quoi? C'est toujours c'est suffisant, je ne fais plus rien. Vous voyez? Alors c'est très, très bien pensé. Hein? Mais les grands êtres, ils disent que c'est suffisant.
Dans une relation, par exemple, j'aimerais que l'autre personne ou mon aimé là, pense à mon anniversaire. Au moins la première, en se levant de mon anniversaire, là, qu'elle ou qu'il me dit « Oh, je rappelle que c'est ton anniversaire, bonne fête ». Alors, en bien pratiquant, on dit que si elle ou il me dit « bonne fête aujourd'hui », là, c'est suffisant. Ou si il va me dire le lendemain, mais c'est suffisant. Mais si la personne ne dit pas le lendemain, mais il va m'apporter quelque chose, il est complètement oublié, mais il fait un bon geste, quelque chose, c'est suffisant, non? Alors c'est ça. On est content de ce qu'on a. On est content de ce qu'on a. Tout le temps. Et surtout, on parle de sống nghèo hành đạo, c'est-à-dire que on se contente de ce qu'on a du point de vue matériel. Du point de vue matériel. Alors ici, là, c'est pas très clair. Ils vivent simplement et paisiblement. C'est pas très clair. Je suis content quand je suis pauvre. Je pense que ça, c'est plus clair. Ou même, je suis content quand je n'ai pas d'iPhone 8. Je suis content quand je n'ai pas un smartphone, j'ai déjà un téléphone cellulaire. Ou je suis content quand je n'ai pas de téléphone cellulaire. C'est ça, il faut regarder. Et puis ça, c'est pas très clair d'en vivre simplement ça. Alors, je promets de faire des gathas, des 8 réalisations pour la pratique. Je pense que à ce moment-ci, j'aimerais vous amener à voir pourquoi j'ai proposé cet enseignement pour la retraite de Hawaï, et même je vais proposer pour tout l'ordre de l'intérêt de prendre ça comme un manifeste de notre ordre. Pourquoi? Parce que c'est composé comme ça. C'est-à-dire qu'à une résolution de prise de conscience, que la vie elle est comme ça, et puis un grand être, un membre de l'ordre de l'inter-être, il devrait faire ça. Il faut le relire. J'ai des copies ici, je vous invite à aller regarder, et puis on va regarder, on réalise qu'il y a de l'indolence. Mais un grand être, un bodhisattva, un membre de l'ordre de l'intérêt, qu'est-ce qu'il fait? Comment il pratique? On va développer chacun, on va pouvoir aller chercher, développer, et puis trouver des solutions pour concrétiser les enseignements de nos ancêtres, n'est-ce pas? C'est comme par exemple, dans l'ancien temps, on utilise dans un des préceptes de nos moines et moniales. C'est interdit de toucher, d'utiliser le sel pour échanger les choses. Alors, est-ce que c'est adapté s'il garde ce précepte-là? Aujourd'hui, il faut peut-être avoir un précepte pour nos moines et moniales de ne pas utiliser des bitcoins, n'est-ce pas? Parce que la monnaie a changé beaucoup. Hein? Alors, le sel servait de monnaie, et puis il y avait des monnaies en argent ou en or, puis il y a des pièces de monnaie, puis il y a des billets de monnaie, puis il y a des cartes de plastique de monnaie, puis il y a le bitcoin, mais tout ce qui reste, c'est la monnaie. C'est essayer d'avoir beaucoup plus de monnaie. Et puis à chaque temps, c'est adapté. Alors, de notre temps, quelles sont les recommandations qu'on peut toujours garder les recommandations
ou les enseignements de nos ancêtres pour voir dans notre temps qu'est-ce qu'un membre et de l'ordre de l'inter-être, un membre pourrait faire. J'ouvre une autre parenthèse. Je vous dis que, et puis récemment, je réalise que notre ordre est encore très jeune. Les défis, les difficultés qu'on a sont déjà connus, ils ne sont pas connus Parce que la semaine dernière, j'ai passé un peu de temps avec les sœurs chez l'Ermitage de Sainte-Croix. Quelques-uns d'entre vous ont pu les photos que j'ai postées sur ma page Facebook. C'est très beau, hein, n'est-ce pas? Mais nos sœurs de cette congrégation, elles me disent que on ne sait pas combien de temps qu'on va pouvoir garder ce domaine-là. Parce que c'est un beau domaine, un domaine de paix. C'est exactement un domaine que je rêverais d'avoir pour le village des Érables, tout près de Montréal. Et ils ne savent pas s'ils peuvent garder très longtemps. La moyenne d'âge de nos sœurs dans la congrégation est, disons, 75 ans, 80 ans. Mais ils ont beaucoup de quand même des bonnes choses parce que nos sœurs âgées elles n'ont pas tout ce qu'elles aimeraient avoir à leur âge avancé, mais quand même elles sont occupées par la congrégation. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le membre de l'ordre de l'inter-être? Chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein? Alors, et puis, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de nos sœurs, de la région catholique, de nos frères et sœurs là-dedans. Mais est-ce que on veut s'en aller sur le chemin, un tel chemin? Oui. Alors, en même temps, non. C'est toujours comme ça, n'est-ce pas? C'est toujours comme ça. À ce point, j'aimerais aussi ajouter quelque chose avant que j'oublie. C'est-à-dire que, comme par exemple, cet après-midi, notre confrère Tian Hoi, il va venir ici, nous parler un petit peu de comment l'ordre de l'inter-être a commencé au Vietnam. Et comme je vous ai dit un petit peu au début, c'est dans ces temps-là, toute la jeunesse vietnamienne était envouée. C'est une représentante ici. Hein, on était envoués à aider. Et c'est dans cet esprit-là, cet esprit idéaliste de nos jeunes, pas seulement idéaliste, mais cet esprit plein de compassion, de volonté, que l'ordre est né dans ces années-là. Et pour faire venir notre confrère, il y a 2 jours, on se demandait, c'est qui va l'amener? Parce qu'il veut venir et puis parce qu'à cause de son âge, il doit retourner tout de suite. Alors nous, on est tous ici, on devrait envoyer quelqu'un pour aller le chercher et puis revenir et puis le ramener puis revenir. À un moment donné, il y a 2 jours, il a pensé je vais prendre un taxi pour aller au village des Érables et puis le taxi va me ramener. Alors vous voyez que c'est en tant que... Moi, je pense que le village des Érables, après, on n'a pas une façon d'organiser pour que, quand on a une retraite, on a quelque chose pour bien planifier cela, n'est-ce pas? Alors, on a besoin beaucoup on est encore très jeune. Ça devait être facile, non? Mais le point que j'aimerais apporter, ceci. Alors, hier, on a reçu la bonne nouvelle. C'est notre sœur Kim, la jeune Kim.
qui va amener notre confrère ici et puis le ramener. Alors notre sœur Kim, elle a reçu les 14 entraînements en 1987 et elle n'est pas très active en ce moment. Mais d'un coup, elle survient et puis nous amène notre confrère. Et puis je dis, Dieu soit loué qu'elle est là. Mais par cette action, par cet événement, j'aimerais souligner cela, c'est que pour moi, notre sœur Kim, en n'étant pas active, en ayant la motivation de revenir au village des Érables pour 2 heures de temps, amener notre confrère pour qu'il partage sa vision ou sa compréhension, alors bravo, elle est digne d'une sœur de OI, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de plus. Je suis content avec ça. Je suis content avec ça. Et je pense qu'on doit se dire aussi, en tant que frère et sœur tibétaine, tout ce qu'on peut faire, juste une petite action, un petit sourire, on doit être content de cela. On ne devrait pas s'attendre de faire plus. On ne devrait pas attendre que nos frères et sœurs de faire plus. On est content de ce qu'ils peuvent nous apporter, n'importe comment, comme c'est la vie. Mais on ne reste pas dans le contentement, n'est-ce pas? On ne reste pas dans l'indolence. Il faut se demander toujours, qu'est-ce que je peux faire de plus? Est-ce que les conditions, les choses de la vie peuvent me permettre de faire plus? Alors il faut se promener, savoir promener dans cet espace qui n'est pas l'espace. Sans quoi on sera épuisé. Et vous voyez voir là, comment on peut éviter l'indolence en sachant qu'il y a de l'ignorance. C'est parce qu'on ignore qu'on est paresseux. Des fois qu'on n'est pas ignorant, mais on est paresseux quand même. Comme par exemple pour moi, je sais que ma santé physique a besoin beaucoup d'exercice, mais je suis paresseux. Je suis au courant de cela, mais je suis paresseux quand même. Pourquoi? À cause des habitudes, de la force des habitudes, n'est-ce pas? Les forces des habitudes sont amenées par l'avidité. Parce que j'aime beaucoup faire des autres choses que ça devient une habitude. Et puis une habitude, là, même si j'ai plus de connaissances, les forces d'habitude m'amènent à l'indolence. Alors vous voyez qu'on n'a pas à étudier beaucoup d'enseignements. Dans un discours, dans un enseignement très simple, on peut apprendre beaucoup. Je vais lire la 4e, l'indolence. La 4e réalisation est la prise de conscience que l'indolence est un grand obstacle à la pratique. C'est pourquoi nous devons pratiquer de manière diligente pour transformer les facteurs mentaux malsains qui nous enchaînent, ainsi que pour vaincre les 4 sortes d'états négatifs et nous libérer de la prison des 5 agrégats et des 3 mondes. Version vietnamienne. 4 là giác ngộ vì tính lười biếng nên bị đọa lạc, phải tinh tiến tu, phá giặc phiền não, hàng phục tứ ma, thoát ngục ấm giới. Je pense qu'on n'a pas le temps. Je pense qu'on a besoin au moins de 2 jours. Bon, je continue. La 5e réalisation est la prise de conscience que l'ignorance est la cause de cycles sans fin des naissances et des morts. Par conséquent, les bodhisattvas, regardez là, vous entendez là? Par conséquent, les bodhisattvas, les grands êtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'exercent sans relâche à écouter et apprendre afin de développer leur compréhension, leur éloquence. Ce qui
leur permet d'éduquer les êtres vivants et les amener au grand bonheur ultime. Ce que j'aimerais faire passer le message, c'est que tout est simple, tout est compliqué. On peut faire beaucoup de choses et on peut faire seulement quelque chose. Si on peut faire beaucoup de choses, c'est bien. Si on peut faire un peu de choses, c'est bien. Mais il faut aller profondément. Et puis, pour pouvoir sortir de cet encadrement qui est trop familier. Et si on reste dans ce qui est trop familier, on ne peut pas voir la vie réellement. Mais j'aimerais seulement revenir sur la réalisation du troisième réalisation. Alors la version vietnamienne, il dit comment le Bodhisattva va faire. Alors, le Bodhisattva va être content à tout moment. On va être content. Alors, on est un grand être si on est content. Quand on est pauvre, pour le chemin de la pratique, sur le chemin de la pratique, on est pauvre. On n'a pas à avoir les 8 réalisations. Si on a les 8 réalisations, on est riche. On a déjà 4, on est déjà moins pauvre, n'est-ce pas? Mais sur la troisième, on dit que xem tuệ giác là sự nghiệp duy nhất. Ah, c'est très important ça. Et puis sur ce point-là, j'aimerais, il y a un projet à faire, au moins pour moi, sur nos 14 entraînements. Je pense que c'est confus maintenant. On lit chacun des entraînements, on dit « Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ». Et puis à la fin, là, je ne sais plus c'est quoi les 14 entraînements. Par exemple, depuis hier, je cherche, il y a un entraînement sur sự nghiệp duy nhất, xem tuệ giác là sự nghiệp duy nhất. En vietnamien, on dit, en chinois, on dit duy nghiệp, duy tuệ thị nghiệp. Ma carrière et ma seule carrière et mon seul objectif dans ce monde, c'est de pouvoir avoir cette compréhension qui perce la réalité. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faut aller avoir cette compréhension qui perce la réalité. Ne pas être directeur, ne pas être une personne riche, ne pas être une personne renommée. Devenir un grand être, c'est devenir un être qui a cette compréhension et cette compassion aussi large que tout est clair. Et quand tout est clair, on est content avec nos désirs. Et avec nos désirs, on n'apporte pas de souffrance. On est au courant de notre avidité, on est au courant de notre indolence. Et dans ce sens-là que j'aimerais vous inviter à concentrer, rester avec cette retraite, c'est-à-dire que comme membre de l'ordre de l'inter-être, quels sont les obstacles? Qu'est-ce que ferait un grand être? Quels sont les défis? Et quelles sont les solutions si on est un grand être? Et si on a des doutes, on peut revenir, reviser les 8 réalisations et lire le Bodhisattva, c'est ça qu'il va faire. Un membre de l'ordre OI, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? En terminant, j'aimerais vous proposer, d'ici la fin de la retraite, vous allez identifier qu'est-ce que vous allez faire comme volontaire dans votre sangha, spécialement au village désirable. Choisissez une action. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Par exemple, dans la retraite demain, je dis une boîte de succession. Qui serait volontaire pour comment faire une boîte de succession? Comment je vais ramasser les opinions? Ou l'année prochaine, pour la retraite de OI l'année prochaine, d'une semaine. Qui sera volontaire pour organiser ça? Et quel sera le thème? Choisissez une chose. Ramassez les idées, les opinions, choisissez un thème. Et puis moi, je pense que si on peut faire ça au village désirable et
je propose qu'on a tous les éléments. Au village des Érables, en ce moment, on a toutes les conditions pour donner un élan à notre ordre du côté francophone. Et même on sera un exemple en Amérique du Nord ou dans le monde pour concrétiser réellement qu'est-ce qu'un membre de l'ordre inter-être peut être, et puis pour donner des racines stables et profondes pour la pratique. Parce qu'il y en a beaucoup de questionnements et de défis en ce moment, en Amérique et en Europe. Je dis que avec les conversations, les discussions que j'ai eues avec nos confrères, consoeurs en Europe, je réalise qu'on a tous les éléments meilleurs que d'autres places. Alors, je vous encourage à participer, à regarder qu'est-ce que vous pouvez faire. Comme notre sœur Kim a mené notre conférence ici. Un petit geste, une petite action. C'est comme un petit abeille qui fait la ruche. Alors, avec ça, je sais qu'on aura l'occasion de partager encore. On va être content avec ça. Merci.